Il a établi un record dont il se serait sans doute bien passé. En naviguant pendant près de 4000 km sans quille, Jean-Pierre Dick a forcé l'admiration de tous, mais il a dû abandonner une 3e place qui pourtant lui tendait les bras. C'est désormais sur un trimaran de 70 pieds qu'il part à la conquête de nouvelles aventures sportives. Et c'est à Lorient, où ce bateau est désormais amarré, que Jean-Pierre Dick a accepté de revenir avec nous sur son 3e Vendée Globe. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous accueillir. Bonjour. À Lorient, ici, qui est votre base, sur un nouveau bateau, un beau bateau en tout cas. Ça n'a pas été trop dur d'ailleurs de se séparer de l'ancien? D'abord, on ne s'en est pas encore complètement séparés parce qu'on est encore propriétaire de ce bateau. Et bon voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne, c'est ce que je souhaitais aussi après pas mal de Vendée, quasiment 12 ans de projet. C'est un nouveau projet qui commence et bon, c'est des bateaux hyper excitants aussi, les monocoques. Mais bon, aujourd'hui, j'ai tout de même pas dit que je ne retournerai pas sur le Vendée. Donc, d'accord, tout est possible. Au Wait&See, tout est possible. Il y a des nouveaux bateaux qui risquent d'arriver. C'est une course fabuleuse. Mais enfin là, en tout cas, en sensation, ça doit être extraordinaire. Là, c'est complètement différent. Ouais, en sensation, c'est différent, ça accélère encore plus vite. Mais bon, on est en équipage plus constitué, donc finalement, le travail est un peu différent. Moi, j'ai plus un rôle de manager, même si je suis technique et souvent barreur, notamment sur le départ des courses. Voilà, c'est un peu différent. On se répartit les tâches dans l'équipe. Il faut du temps pour se remettre d'un Vendée Globe. Oui, il faut du temps. En tout cas, il faut du temps pour moi. Oui, déjà. Non, mais déjà, sur une course, il y a un aspect, il y a tout de même un stress qu'il faut gérer pendant de longs mois. Ça veut dire que l'influx, on le voit sur les images de la fin. Je suis fatigué, l'influx nerveux est moindre, et donc souvent on a on est moins fort au niveau de sa défense immunitaire. Ah ouais. Souvent d'ailleurs on tombe malade ça vous est arrivé lors des premières vacances qu'on fait après le Vendée, parce qu'il faut prendre des vacances, effectivement. Vous en avez pris? J'en ai pris et bon, il m'est arrivé souvent d'être malade après un tour du monde parce que les feux de défense immunitaire sont faibles et dès qu'il y a un virus qui arrive, qu'on n'a pas en mer d'ailleurs, on a des chances de tomber malade. Donc c'est un moment un peu délicat finalement, il faut se reconstituer, il faut aussi prendre des vacances. Et là c'est vrai que c'est reparti comme en 40 je dirais, avec ce nouveau bateau qui arrivait très, très vite. Donc vous avez repris votre rythme de terrien. Il est long à reprendre ce rythme ou pas d'ailleurs? Il faut combien de jours, de semaines, même si vous avez l'habitude? Il faut au minimum 3 semaines de vacances, c'est un minimum. Mais c'est vrai que là c'est reparti très vite. On y pense beaucoup les jours d'après. Est-ce qu'on en rêve? Est-ce qu'on en cauchemarde? Est-ce qu'on se réveille la nuit en pensant au Vendée Globe? Ça arrive? On y pense forcément, c'est une partie de sa vie. Ça c'est plus intense forcément au départ. Après, on essaie d'oublier quelque part un peu ces moments-là. Et voilà, ou alors on y pense de façon positive, mais bon, on oublie les mauvais moments quelque part. Il y a des images qui reviennent plus que d'autres? Systématiquement, que vous ne contrôlez pas forcément, mais ce sont toujours les mêmes qui vous reviennent en tête? Il y a des images qui reviennent plus que d'autres. Effectivement, on oublie les mauvais moments parce que c'est des moments un peu de galère et on essaie de se souvenir des bons moments. Globalement, c'est à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Oui, c'est ce que vous gardez finalement. En tout cas, c'est une course qui est très particulière, qui est assez longue et donc on a des moments où effectivement la course est très haletante et puis d'autres moments où c'est un peu plus long. Mais voilà, en tout cas, moi je garde toujours un très bon souvenir parce que ce Tour du Monde, c'est toujours un parcours magique. Alors, c'est étonnant parce que ça, c'était quelques jours avant que vous perdiez votre quille. Vous dites, je me souviens d'une vacation, vous dites, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, dont certains sont peut-être dus à un manque de préparation. Et c'est assez étonnant parce que quand on vous connaît, vous êtes une réputation de quelqu'un de très rigoureux, qui laisse rien au hasard. Il y a une frustration technique, je pense pas qu'il y a eu j'ai pas eu beaucoup de réussite dans cette course. Il y a des éléments des petits éléments qui peuvent paraître anodins comme ça, mais qui se sont enchaînés et qui ont fait que la course a pris finalement une mauvaise posture, même si je termine tout de même un classement honorable. Mais voilà, donc
Bon, il y a eu un événement qu'on n'a toujours pas compris, c'est cette attache de voile de caplage qui m'a énormément handicapé dans le Grand Sud, qui est tombé à l'eau. Et manifestement, il y avait quelque chose qui avait été mal réalisé là. Donc finalement, c'est plus des problèmes de chance que de problèmes de préparation technique. Ouais, cette pièce, elle n'avait jamais cédé, donc on avait refait à l'identique. Donc je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y ait une erreur. C'est plus vous avez été battu par la technique, finalement, voilà, plus que par vos concurrents, finalement. C'est toujours le cas sur un Vendée. Enfin, c'est souvent le cas lorsqu'on a un projet équivalent. La technique est peu différenciée de projet. On perd un Vendée plus qu'on ne le gagne souvent. Sur la triste à dire, mais c'est souvent ce qui arrive. Ou une erreur humaine. Mais là, ce qui concerne moi, ça a été plutôt la technique, je dirais. On peut avoir des regrets ou pas? Forcément, on peut avoir des regrets, mais enfin, on ne peut pas vivre de regrets non plus. Il faut passer à autre chose. Ce qui vous permet justement de tourner la page. Alors, on a sélectionné, puis vous avez choisi quelques vidéos. On va regarder la première, qui est évidemment pas un très très bon souvenir, parce qu'en général, vous n'aimez pas forcément ça. C'est votre montée au mât. On va regarder, si vous pouvez nous resituer à peu près, on va vous écouter d'abord. 26 décembre, malheureusement sans succès, le bout là-haut et vous voyez là, le petit renfort m'empêche de monter jusqu'au haut du mât. Ce qui fait que voilà, je suis obligé de rebrousser chemin, descendre. Ça fait haut. Il va falloir sans doute attendre le horn pour y aller. Deuxième montée dans le mât. Ça bouge trop ici. Voilà, j'ai eu pas mal effectivement de. Combien de fois? J'ai dû bien monter 7 fois, je crois. 7 fois au total, effectivement. Ici on est en haut. Là, c'est plusieurs vidéos en fait de vos montées au mât. Voilà, j'ai vu plusieurs vidéos. Bon, alors il y en a eu qui ont été infructueuses, d'autres qui finalement se sont révélées une réussite comme celle-là, même si ça prend du temps, j'ai pu résoudre un certain nombre de problèmes et puis bon, rester dans la course malgré tout. C'est un peu votre hantise à la montée au mât, vous n'avez jamais aimé ça? Non, ça n'a jamais été trop mon truc, mais j'ai été gâté. Mais bon, finalement, de toute façon, la mer tape toujours là où c'est dur et les points faibles potentiellement. On reste combien de temps comme ça dans le mât quand on y monte parfois? Ça peut durer combien de temps la réparation? Quand vous montez au mât? Quand on monte, on peut rester jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures? Jusqu'à 3 heures. Bon, je pense que entre la préparation du début, le moment où j'appelle l'équipe à terre et le moment où je descends, ça a dû être 2h, 2h15, 2h30. Quoi. Mais bon, on peut, si on a des problèmes là-haut, qu'il faut tout de même résoudre, parce qu'on ne va pas monter plusieurs fois, on essaie de résoudre les problèmes. Et voilà, on peut rester jusqu'à 1 heure là-haut en train d'essayer de régler les problèmes. Bon, après, on est relativement bien attaché. On arrive à gérer, quoi. Vous n'êtes pas un bricoleur né, enfin je me souviens le Vendée Globe précédent, déjà vous aviez beaucoup bricolé, ça ne vous plaisait pas beaucoup, et pourtant à chaque fois vous arrivez à faire des choses assez incroyables. Ouais, on bricole toujours sur un Vendée Globe, on ne peut jamais dire on va pas le faire. Donc moi je me suis préparé, c'est pas quelque chose effectivement que j'aime beaucoup à terre, mais bon je l'ai tout de même bien préparé ce coup-ci, et je vais de plus en plus vite, j'essaie d'analyser les situations, donc c'est quelque chose au final que je déteste pas faire. Je ne suis pas porté à ça, mais bon voilà, quand il faut le faire, je suis là. Et puis bon, quand pour le Vendée, on sait qu'il va falloir bricoler. Tout le monde a bricolé. Mais vous êtes surpris vous-même de certaines choses que vous arrivez à bricoler? Ouais, quelquefois on se surprend agréablement ou à être dans le coup, essayer de comprendre ce qui se passe. Être par exemple sur ma réparation d'été, je pense que j'étais assez efficace. C'est une autre chose qui s'est passée, qui a été assez difficile à vivre, en tout cas qui a nécessité un effort d'une journée très intense. Et bon, je pense m'être bien débrouillé de la situation et avoir réglé le problème, même si j'ai perdu pas mal de distance à ce moment-là. J'ai agi en bon marin. Vous bricolez à la maison aussi? Je ne suis pas un grand bricoleur à la maison, oui, un peu, quelquefois. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup de temps. Quand je suis à la maison, j'essaie déjà de me reposer. Bon, ça me permet de changer aussi un peu les idées. Ouais. Alors, vous avez dit d'ailleurs à l'arrivée que c'est un des plus grands enseignements finalement de cette course. Ça a été la possibilité justement de faire des choses assez incroyables en termes de bricolage, mais que pour y arriver, il faut prendre les choses une par une, avoir un plan. Oui, avoir un plan, mais c'est vrai un peu pour beaucoup de choses dans la vie actuelle. Il faut déjà être bien concentré sur ce qu'on fait. Et puis des choses compliquées, hein. Je ne parle pas de choses faciles, mais il faut essayer d'agir par étapes. Bon, alors mon équipe technique m'a bien sûr toujours beaucoup aidé, c'est très important.
Mais voilà, il faut discuter, préparer les choses, pas faire les choses à la va-vite, mais tout de même avoir une certaine célérité aussi, pas agir de façon trop lente. Donc c'est un juste équilibre des choses, mais ce qui est passionnant aussi, c'est de faire quelque chose de compliqué, d'arriver à faire quelque chose de compliqué. Et dans la... Voilà, donc même montée aux mains, on en a parlé, c'est quelque chose qu'on a bien préparé à l'avance. Celles qui ont été réussies, où j'ai réussi à aller jusqu'en haut. Il y a quand même cette satisfaction à chaque fois. Voilà, et après c'est vrai qu'il y a une satisfaction d'avoir fini les choses. Ouais. Ça donne une sacrée confiance en soi quand même, quand on arrive à faire Oui, c'est vrai que ces courses à la voile ne sont pas futiles. D'abord, ça fait rêver les gens. On l'a vu sur le Vendée, ça a été un incroyable succès médiatique. Mais également, ça permet aussi de mieux se connaître. Vous dites que vous vous connaissez mieux, oui, c'est ça. Mais alors plus à chaque Vendée Globe, un peu plus à chaque fois. Oui. Le premier Vendée, ça avait été aussi des moments compliqués. À chaque fois, c'est une recherche vers soi-même, une meilleure connaissance de soi-même, d'être capable d'endurer des choses un peu plus difficiles. C'est un peu maso quand même. C'est un peu maso quelquefois, mais bon, on prend tout de même quelques plaisirs. Il faut pas. Souvent, on relaie vers la terre des moments les plus difficiles, mais bon, on l'a vu, il y a des beaux couchers de soleil, il y a des moments fantastiques, on voit des dauphins, des baleines. Vous n'avez pas pu les relayer beaucoup ces bons moments, quoi, c'est ça? Quelques-uns, lorsque je passe en tête, il y a quelques vidéos, alors c'est peut-être pas celle qu'on retient le plus forcément. Quand il y a eu des galères, c'est vrai. On retient plus les moments de galère, puis bon, le public français aime bien les martyriser un peu les skippers, ils aiment bien quand on est en difficulté, quand on doit aller à terre, c'est vrai que ce qui est le plus médiatisé finalement, c'est quand il y a des galères. Ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas, ça fait partie du jeu quelque part, mais donc on ne souhaite pas en arriver là, bien sûr, mais ça fait partie de cette course, on le sait. Voilà, donc moi j'aime bien les beaux moments, forcément, les moments de victoire, les moments d'en-tête, puis les beaux moments de mer. Mais c'est vrai que c'est pas ceux qui sont les plus médiatisés, c'est vrai. Mais c'est pas forcément ceux qui sont les plus médiatisés. Bon, alors là, moment de galère, justement, on en parle, c'est la quille, quoi. La quille, il y a maintenant 24 heures, donc le bateau est un peu une savonnette, peut chavirer. Donc soit je continue jusqu'à Sabdolan en maniant le bateau avec prudence, faisant bien attention bien sûr aux dépressions de l'Atlantique Nord. Soit j'abandonne ma 3e place ici aux Açores, donc dans 2 jours, pas une décision facile je peux vous dire. Ouais, alors là voilà, ça c'est les images aussi du mouillage qui a suivi. On va en parler après, on garde ça. Alors, savoir s'arrêter, c'est... Ça a été... Vous avez mis combien de temps à prendre la décision? Ça a été très long. Très long, Ça a été très long parce que il y a évidemment énormément de paramètres en jeu. Il faut essayer de... les paramètres étant les plus importants, c'est les paramètres météorologiques. Très vite, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'est de ne pas avoir une mer trop dynamique, avec des vagues qui pourraient déferler et tout ça. Donc tout l'enjeu, c'était de me faufiler un passage à travers les dépressions d'hiver. Et Dieu sait qu'il y en avait à ce moment-là. Et donc j'ai essayé de me faufiler. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit de toute façon j'arrête? Au début, oui. C'est la première réflexe qu'on a. C'était la première réflexe qu'on a, aussi de baisser un peu les bras, de dire qu'elle a perdu la quille, maintenant c'est fini. Puis bon, finalement, en discutant avec les gens, en appelant des copains, en se disant, de toute façon, il faut absolument essayer de finir. Voilà, je suis arrivé à d'autres conclusions, et puis essayer de finir cette course, c'est vraiment un point important. Moi, ça m'est arrivé sur un quai désert. Alors qu'on a fait tout ce projet, 4 ans d'une vie, beaucoup de sacrifices finalement, parce que c'est aussi ça. Mais avant la décision, vous êtes fait peur? Plus cette course difficile, j'avais envie de terminer la course. Et vous êtes fait peur au moment où la quille est partie ou pas? Vous avez failli vraiment chavirer? J'aurais pu chavirer très facilement, oui, c'est sûr. J'ai réussi à remettre le bateau droit, mais ça a été un moment un peu douloureux. Une peur un peu rétrospective, parce que sur le moment on essaie de contrôler les choses. Voilà, donc ça c'était finalement essayer de reconcevoir un futur et puis de gérer ce risque. Et ne pas c'était un peu l'idée forte, ne pas être... Il y avait ce challenge qui était de ne pas d'oublier le principe de précaution et de partir vers quelque chose où on allait gérer le risque. Et on l'a bien fait finalement avec toute l'équipe, avec les assureurs qui nous ont suivis au final. On n'imagine pas toutes les décisions derrière qu'il y a. Il y en a eu forcément
d'importante. Puis bon, sauver sa peau aussi, et ne pas mettre des sauveteurs en danger aussi, ça a été un élément important parce que oui, vous pouvez continuer bille en tête, faire fi de tous les risques, mais lorsque vous allez mettre des moyens de l'État ou des moyens de sauvetage, vous devez être aussi responsable. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc une fierté, ça a été effectivement de passer cette ligne d'arrivée. Et puis bon, mouillage, là, m'arrêter, c'était pas forcément la meilleure solution, parce que c'était aussi très risqué de s'approcher des côtes lorsqu'il y a beaucoup de vent. Là, on voit. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'accrocher à ces bouées, et ça n'a pas été si simple que ça. Parce que là, justement, vous en tenue de plongeur. Là, on voit très bien d'ailleurs sur l'image que vous êtes loin de votre bateau. C'est finalement au moment où vous plongez, la première fois que vous vous séparez de votre bateau depuis le départ. C'est une sensation assez incroyable. Bon, j'ai plongé une autre fois après le départ, une semaine après le départ, mais c'est vrai que là, j'étais confronté à ça. C'est assez curieux, c'est assez surréaliste. J'aime bien plonger, c'est quelque chose qui m'excite plutôt, mieux que de monter dans le mât. Mais donc c'était, mais là c'était nécessaire. Je pense que j'ai bien agi dans ce mouillage parce que j'étais sur une bouée qui n'était pas forcément faite pour amarrer un Open 60. Vous savez que dans le règlement, on n'a pas le droit de s'amarrer à un quai, on n'a pas le droit de recevoir d'aide extérieure et il faut tout gérer un peu soi-même, même si j'ai dû mettre le moteur quelques minutes. Et d'ailleurs, je n'ai pas été pénalisé pour ça. Ça a été c'est néanmoins quelque chose d'assez sophistiqué de passer un coup de vent comme ça au mouillage, près des côtes et surtout près des cailloux. Parce que la moindre erreur... Oui, parce qu'on a l'impression que c'est simple de laisser amarrer là, mais non. La moindre erreur, il y a des risques qui sont forts. On l'a vu, Bernard, malheureusement, a dérapé avec son ancre. Moi, je ne souhaitais pas mouiller, parce que je sais que lorsqu'il y a du vent, et forcément, il y allait avoir du vent, parce que la dépression... Elle était au Sable d'Olonne, mais elle était malheureusement aussi en Espagne. Il faut gérer tout ce côté-là. C'est le décor qui est surréaliste, quoi. C'est pas un décor de Vendée Globe à ce moment-là, l'Espagne, quand vous êtes dans le sport. En plus, je crois qu'il y a des moments où vous avez les phares des voitures. Oui, du effectivement, donc il y a eu un du bouche à oreille qui s'est fait. Il y a eu la télé qui est venue, il y a des voitures qui m'ont éclairé. Je suis passé dans le journal. Donc c'était un moment plutôt surréaliste. C'est un internaute qui était la première personne que j'ai vue depuis plusieurs mois. Qui m'a dit je vous suis sur internet et qui arrive juste quelques minutes après que j'ai pu prendre ce mouillage par moi-même. Donc c'était assez incroyable. Bon, alors tout ça pour une chose quand même, c'est revenir au sable. On va voir les images de votre arrivée. Je ne sais pas si vous les avez revues d'ailleurs depuis le... Si, je les ai revues, pas toutes, peut-être c'est de nouvelles images. Mais... c'est un moment toujours très... On fait ça pour ça aussi. Oui, l'arrivée au sable, ça reste un moment magique. Puis autant le départ, on est avec le public, mais un peu dans le stress et un peu dans la course. Un peu dans le stress, puis le public est là pour tout le monde. Autant là, à l'arrivée, le public est là pour soi. Donc on est dans un mouvement d'un peu de relâchement parce que la course est terminée. Et on est fiers et contents d'être arrivés. Et voilà, ce sont les meilleurs moments, ce sont des moments très forts, effectivement. Et puis on redécouvre la chaleur humaine. Oui, aussi, oui, exactement. Qu'on ne connaissait plus depuis un certain temps. Tout de même. Vous disiez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en France, on s'intéresse finalement aux choses qui vont moins bien. Mais bon, en même temps, si vous avez cet accueil-là, c'est aussi parce que vous avez réalisé un exploit et vous avez été dans la difficulté et que les gens ont admiré ça. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est... Vous avez presque un accueil qui est supérieur au vainqueur ou au tout premier. Ouais, c'est un beau moment. Parce que les gens ont besoin de cette dimension-là aussi. Oui, je pense que le public, c'est un public très large et qui valorise l'aventure et aussi les côtés techniques. On a vu le duo, le mano à mano entre Gabard et Lecléache a été très suivi. Mais ce qui donne les tripes au grand public, c'est le côté aventure, le côté il faut se débrouiller et ramener ce bateau contre vents et marées. Ça atténue un peu votre frustration, vous, quand même, quand vous arrivez au sable. Voilà, vous vouliez être dans les 3 premiers, vous êtes 4, bon, c'est vraiment la place terrible, quoi. Vous en vouliez surtout pas, vous le disiez. Oui, bon, c'était surtout mais en même temps, c'est très atténué, que j'ai un peu perdu la course avant. Bien donc sûr. J'avais déjà un peu anticipé cette 3e place au moment où Setki a cassé. Mais dans votre tête, vous êtes vainqueur. Enfin, vous êtes vainqueur de votre propre course, quoi. Enfin, voilà. C'est déjà bien d'être arrivé. Et j'avais vécu la dernière course comme un échec, c'est vrai. Parce que j'étais arrivé en Nouvelle-Zélande sur un... Là, c'était
forcément plus difficile à vivre. Bon, et puis là, ce nouveau ça permet de... ce nouveau bébé. Donc c'est pas un échec du tout, quoi. Non, c'est pas un échec, non. Au final, c'est une réussite humaine. Sportivement, forcément, il y a toujours un petit regret de ne pas avoir joué ce qui était logiquement ma place, puisque je pense que j'aurais pas eu de souci de rester avec François et de jouer la première place, la seconde place ou la troisième. Mais en tout cas, de jouer ce qui aurait été fabuleux, un trio incroyable, jusqu'à l'arrivée à quelques milles. C'est exactement l'inverse de ce que vous vouliez. C'est-à-dire que vous avez été dans l'équilibre, alors vous vouliez dans le surf, ce que vous aviez dit à l'arrivée. Vous avez été dans l'aventure plutôt que la régate, quoi. Exactement. C'est vraiment tellement imprévisible. En ce sens, il y a un côté dimension humaine qui a repris les droits qui a repris le dessus. Et finalement, c'est effectivement, si on réfléchit, c'est tout de même la base de cette course. Donc elle a repris le dessus par rapport à quelque chose qui était ce que je souhaitais un peu différent. Et juste la régate, le côté technique, le côté bataille avec les autres, navale avec les autres. Mais voilà, la dimension humaine a repris ses droits et c'est aussi ce qui fait la beauté de cette course. Donc, on ne peut pas la faire dans la demi-mesure, cette course. On peut pas se mentir. Ce que je disais, c'est que la mer tape toujours le maillon faible. C'est pas pour reprendre une émission de télé. Mais c'est un peu ça. Où est-ce que vous êtes le plus faible et ce qu'il faut travailler, c'est ce que j'ai essayé de travailler aussi pendant 4 ans. C'est mes points faibles, le bricolage, j'ai bien travaillé. Voilà, je suis tout de même content du travail réalisé parce que terminer la course, au rythme où on l'a mené, il m'a manqué ce petit brin de réussite qui m'a souri dans d'autres courses. J'ai même gagné deux Tours du Monde, 3 Transat Jacques Vabre. Vous avez dans ma carrière, j'ai eu des moments de réussite. Là, ça ne l'a pas été. Est-ce que le Vendée Globe, ça rend plus humble que toutes les autres courses que vous avez faites ? Oui, ça rend humble. Moi, je suis très humble toujours par rapport à la mer. Je me remets toujours en question et je repars toujours de zéro quelque part. Quand on est sur cette ligne de départ, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Et je pense dans toutes les disciplines de haut niveau, lorsque vous êtes sur une ligne de départ, lorsque vous êtes sur le gong, je dirais même d'un judoka sur un tatami, en face de lui, il a l'entièreté, le vide. Le trac est toujours là, et s'il n'est pas là, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a toujours de l'incertitude, il y a toujours un petit côté stressant. Cette expérience que vous avez eue sur le Vendée Globe, vous avez dit que vous étiez meilleur marin aujourd'hui, c'est une expérience qui vous sert ensuite, par exemple, sur ce type de bateau-là ? Oui, je pense que j'ai acquis une certaine maturité avec le temps, du recul. Vous savez, moi, quand j'ai commencé la course là, je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eue avec Francis Joyon à l'époque, parce que j'étais impressionné par sa décontraction sur les lignes de départ. Et tout ça, il m'a dit, mais attends, quand j'étais jeuneau, quand je démarrais, j'étais mort de mort, j'avais un trac de fou, j'arrivais pas à dormir les veilles de départ, j'étais en vrac complet. Et avec le temps et l'expérience, on apprend à être plus raisonné parce qu'on sait un peu plus où on va, le stress, même si on n'arrive jamais à le diminuer. On contrôle mieux sa peur. On contrôle mieux sa peur. C'est un peu le cas au fur et à mesure des éditions, effectivement. Même quand on arrive sur des bêtes comme celle-là, maintenant, il y a un nouveau stress qui se crée. Le jeu est différent, le stress est différent, donc il va y avoir un temps d'adaptation. Je vais probablement pas gagner les premières courses que je vais faire, mais je vais apprendre. Et puis à un moment, j'espère que la porte sera ouverte pour inscrire mon nom à certaines courses. Vous avez dit à l'arrivée, ma culture n'est pas celle du solitaire. C'est étonnant parce que quand on a fait 3 Vendée Globe, mais en même temps je l'ai touché du bout du doigt. Vous ne l'avez pas complètement saisi. Si, tout de même si. Aujourd'hui j'ai acquis cette dimension de solitaire. Les 2 derniers Vendée, malgré tout, j'ai été en tête une partie de la course, donc je pense que j'ai vraiment fait le... Aujourd'hui, je pense être quelqu'un de mature en solitaire sur un bateau et de pouvoir gérer beaucoup de choses. Si je repartais sur un projet, je pense que je pourrais être très compétitif en solitaire. Mais ma culture de base n'est pas le solitaire. J'ai pas fait des dizaines d'années de Figaro, j'ai pas fait... Et donc là, je suis... Mais bon, aujourd'hui, j'ai tout de même fait... On n'a jamais fait le tour de la question, mais on a déjà bien contourné. Donc vous ne savez pas si vous allez revenir en fait alors ?
On verra, hein, Ouais, ça va dépendre du projet. Voilà, c'est hyper excitant maintenant le trimaran, j'ai envie de Oui, dans votre tête, vous êtes passé sur autre l'appliquer à chose fond. aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas vivre dans le... Aujourd'hui, c'est le multi, il faut être pointu, il y a toutes les... C'est un travail un peu différent, mais qui me passionne aussi, la gestion humaine. Finalement, là, c'est plus ma culture initiale. Exactement. Et voilà, c'est un beau projet. Et puis, j'ai une belle équipe avec des gens passionnants. Et Ouais. Roland Jourdain, Vincent Rioux, Roland Jourdain, et puis plein d'autres gens très sympas, Thierry Douillard, Fred Guillemin. Bon, je continue à travailler aussi avec Guillaume Lebrec qui est là qui est dans l'écurie aussi, qui veut faire le Vendée Globe. Donc tout ça c'est sympa. Ouais. Vous avez besoin aussi de cette atmosphère d'équipe, quoi. Ouais. Bon, qui existe aussi maintenant dans un projet en solo, même si la cerise sur le gâteau, la dernière course, elle est en solitaire, mais l'ensemble du projet, c'est un projet d'équipe. Ouais. Merci en tout cas Jean-Pierre. Bonne chance pour la suite, pour ces courses-là. Merci en tout cas de nous avoir offert ce Vendée Globe. Merci à très beaucoup. bientôt. Et puis merci de tout ce suivi. Ça a été passionnant de vivre cette course et de la faire vivre. Et de la faire vivre aussi aux gens. Merci beaucoup. Merci.